Donc, je vous présente Christophe Sérin, qui est professeur d'informatique au LIPN à l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui est une des premières personnes que j'ai contactées dans le cadre du montage du projet Covid-19 Muséum, et qui va nous parler un petit peu de problèmes liés aux aspects donc, techniques de comment réaliser un web partagé. Et donc, il va nous parler de modèle distribué versus modèle centralisé. Donc, je laisse la parole à Christophe Sérin. Voilà, bonjour tout le monde. On vérifie une dernière fois, tout le monde m'entend? C'est bon? Oui, parfait. Parfait. Oui, très bien. Oui. Voilà, enchanté donc de faire votre connaissance. Alors j'étais là aussi le 9 avril, puisque les slides, on vient de me faire remarquer, là, les transparences sont datées du 9 avril. Alors j'étais là le 9 avril également au dernier séminaire, mais Yves m'a dit, t'es pas vacciné, tu passes pas. Alors, donc maintenant, j'ai ma première dose. Pas déborder, hein. Voilà, pas de problème. Donc, comme le disait Yves, moi, je suis professeur en informatique et je travaille, effectivement, mon domaine de spécialité au niveau recherche, c'est justement les grands systèmes de type, aujourd'hui, de type cloud, en fait. Et donc, comment les organiser? Et moi, je travaille sur la couche système, hein. Donc, c'est pour ça que le titre est problématique système. Et je vous expliquais qu'est-ce qu'un système distribué versus système centralisé, qu'est-ce qu'un système, quelles sont les problématiques système qui se posent. Et puis, on va élargir progressivement, finalement, vers des problématiques qui rejoignent aussi des éléments d'humanité numérique, finalement, qui n'est pas mon domaine de spécialité à proprement parler, mais auquel on doit se rattacher. Voilà. Donc, un système en informatique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'artefacts qui peuvent être matériels ou bien logiciels qui vont permettre, ce système va permettre le traitement automatique de l'information qui arrive, alors soit de la caméra par exemple, soit du clavier, soit de la souris, si on travaille encore avec une souris. Et le système d'exploitation, c'est un ensemble en fait de programmes qui va gérer les ressources matérielles du processeur, on va dire, de la carte mère de votre ordinateur, et puis va offrir ses services en fait aux applications pour pouvoir implémenter différents services. Donc moi précisément, je suis à ce niveau, sur cette couche, hein, la couche du système d'exploitation. Mais ma problématique, ce n'est pas de rénover Windows, de compléter macOS, Linux, Android ou Chrome OS, j'évoquerai peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est de définir le système d'exploitation pour les grands systèmes, je disais tout à l'heure, de type cloud. Alors, on sait construire des grands systèmes, hein, par exemple, la machine parallèle la plus puissante au monde, c'est-à-dire celle qui va casser le plus de chiffres par seconde, est constituée de, alors dans le classement des 3 premières machines, c'est une machine qui est constituée de 10 millions de cœurs. D'accord ? Casser un chiffre, c'est faire une addition ou faire une multiplication sur des objets entiers ou des objets réels, hein. Donc là, on sait construire des systèmes avec 10 millions de cœurs, hein. Je rappelle, sur votre téléphone, vous avez aujourd'hui de l'ordre de 4 ou bien 8 cœurs. Donc vous voyez l'ordre d'échelle. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que ces 10 millions de cœurs puissent échanger de l'information. Voilà un petit peu pour situer le problème et la problématique. Alors aujourd'hui, certes, il y a les grands systèmes pour casser du nombre, donc faire des multiplications, des additions, etc., le plus rapidement possible, de manière massive. Mais il y a aussi, depuis une quinzaine d'années, finalement, des objets qui s'appellent le cloud. Alors ici, j'ai laissé le terme français, le nuage.
Et donc, moi, je passe ma vie dans le nuage. J'ai quand même, je pense, une belle vie, parce que tout le monde ne passe pas voilà, sa vie dans les nuages. Bon, j'étudie, moi, le système d'exploitation pour ce type d'objet. Et il faut bien mesurer qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qui se passe en informatique, en fait, où tous les développements se font dans le nuage, dans le cloud, et que toutes les applications, en fait, sont construites pour être déposées dans le nuage chez les grands fournisseurs que j'évoquerai tout à l'heure. Jusqu'à très peu de temps, finalement, et encore chez nous, par exemple, à l'université, on travaille plutôt avec l'approche qu'on appelle en informatique on-premise, c'est-à-dire c'est du chacun pour soi. Donc là, j'ai dupliqué en fait la même organisation. C'est ce que vous avez sans doute encore dans vos bureaux à l'université, avec un serveur, j'en vois un ici, Dell, dans lequel il y a un processeur, dans lequel il y a du disque dur, il y a un écran, il y a ensuite une connexion réseau sur Internet. Et puis, je travaille avec mes logiciels qui sont installés chez moi. Et cette organisation est dupliquée autant de fois qu'il y a de personnel ou d'étudiants dans l'université. Donc ça, c'était avant. Et aujourd'hui, on fonctionne un peu différemment. C'est le cloud. Alors, avant de basculer sur le modèle cloud, je voulais évoquer un modèle intermédiaire, en fait, qui s'appelle ici Client-Side Web Programming. C'est l'idée que, alors oui, l'idée c'est de renverser la vue d'esprit et plutôt que de parler de serveur, c'est de regarder les choses d'un point de vue client. Le client, c'est celui qui fait une requête en fait sur Internet. Par exemple, vous faites une recherche Google et donc vous allez interroger, vous êtes un client et vous allez interroger un serveur de Google pour fouiller le web et récupérer de la donnée. On peut regarder les choses de manière inverse avec ce modèle. Alors, ce modèle, il est illustré dans l'exemple qui est là. Je ne sais pas si ça va marcher. Vous voyez quand même là? Oui, c'est partagé l'écran? Ah non, là, oui, très bien. Tu veux partager quoi? Je voulais, oui, cette fenêtre-là. Ah oui, il n'y a que le... Arrêter le partage et repartager. Et tu veux partager quelle fenêtre? Je vais repartager celle qui était... je ne vois plus. Quartz externe. C'est interne. À gauche, là, voilà. Voilà, donc ça, c'est une application qui est bâtie selon le mode client-side web programming. De quoi s'agit-il? Alors, pour vous, vous ne voyez rien, hein, l'utilisateur. Vous voyez une interface web, et puis dans cette interface web, on peut saisir un nombre. Donc là, je tape 15 et je vais l'ajouter en fait à un ensemble d'objets qui sont des entiers. Et puis, je dessine mes objets présents dans mon ensemble. Donc ici, vous voyez, j'ai 30, 15, 21, 66, 58, 92. Et puis, vous faites différentes manips. Après, je peux supprimer 15 à nouveau de cet objet. Je peux redessiner. Et puis, vous voyez que le 15 a disparu. Voilà. Ça, c'est un projet, c'est du niveau d'un projet étudiant qu'on peut faire ça. Et la partie rigolote, en fait, c'est que toute l'intelligence, en fait, est dans votre navigateur, en fait. Okay, et votre navigateur interprète, en fait, ou implémente, en fait, le code qui permet d'insérer un nouvel objet, de supprimer un nouvel objet, d'accord? Et ce n'est pas au niveau du serveur que cela se passe, d'accord? Donc, dans le modèle classique de type serveur, c'est vous faites une requête de suppression, mais la base de données qui stocke, si vous voulez, l'ensemble des objets est distante, elle est chez Amazon par exemple, et puis je provoque la disparition chez Amazon ou chez Google. Donc ce sont les serveurs d'Amazon qui travaillent. Ici, on fonctionne à front renversé, c'est mon navigateur qui stocke la base de données et je l'ai programmé pour pouvoir insérer, supprimer des objets.
D'accord? Donc là, voilà, c'est un exemple intermédiaire avant d'aller sur les technologies de cloud. Ça aussi, ça se développe beaucoup. Et l'idée, c'est de faire en sorte que votre navigateur devienne en fait le système d'exploitation sur lequel eh ben, je suis capable de construire des applications de type celles que vous avez ici. Ça devient de plus en plus facile aussi de réaliser ce genre d'applications parce qu'on travaille aussi avec des interfaces de programmation qui sont bien définies. L'avantage par rapport à un logiciel qui sera installé sur ton ordinateur? Alors, l'avantage, c'est que, comme vous voyez, j'accède au service en cliquant sur un lien qui est là-haut. Et n'importe qui dans le monde, bah, vous pouvez jouer. Même là, je vois quelqu'un avec son mobile, son téléphone mobile. Il ouvre son navigateur. Vas-y, tape l'adresse qui est là-bas et tu vas pouvoir aussi jouer. Ça veut dire que pour maintenir l'application, eh ben, j'ai qu'un endroit en fait où la maintenir, d'accord, qui est mon serveur là-bas au laboratoire. Je fais une mise à jour et dès que j'ai fait la mise à jour sur mon site, tout le monde dans le monde a la mise à jour, d'accord. Alors que dans le modèle précédent, on-premise, quand il faut faire une mise à jour d'application, il faut que quelqu'un passe ou qu'on automatise en fait la mise à jour de toutes les applications déployées. Oui. Est-ce qu'il y aurait aussi un effet un peu prêt-à-porter versus sur-mesure? Est-ce que ce que tu montres là, ce n'est pas une sorte d'application sur-mesure qu'on peut fabriquer par rapport à quelque chose qui… Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est purement le point de vue ici de la maintenance en fait aussi des systèmes hein, que je veux illustrer. Pour être un petit peu vieux, j'ai été confronté au système centralisé de type serveur X quand j'étais jeune, où essentiellement on avait une console devant qui était qu'un écran qui était connecté à un serveur qui distribuait en fait soit du logiciel, soit du calcul. Et le problème qu'on rencontrait à l'époque, c'est qu'il y avait très peu de souplesse d'installation. On était toujours confronté à une discussion infinie avec les informaticiens pour leur demander est-ce qu'on peut avoir ce service? Ah non, c'est pas possible, c'est compliqué, etc. C'est la version moderne de ce genre d'approche. C'est la version moderne de renverser justement la problématique qui est de travailler en mode on-premise en fait et de mettre à disposition en fait un seul lieu sur lequel en fait je télécharge l'application et je l'exécute chez moi en fait. C'est ça aussi qui est nouveau. J'exécute pas mon application sur les serveurs de Google ou les serveurs de l'université avec simplement un déport de l'affichage. J'exécute réellement le code là dans mon navigateur. OK. Alors, voilà le code en fait qui est caché derrière l'interface graphique. Et pour ceux qui connaissent, en fait, vous voyez que le code comprend une partie en langage Python, en fait. Donc ça, c'est l'implémentation de ma notion de multi-ensemble au début. Et à la fin, il y a la partie, à la fin ici, c'est la partie présentation. D'accord? Donc là, j'ai mixé à la fois du développement avec Python et du développement web traditionnel, HTML, JavaScript et ce genre de choses. J'envoie tout ça à votre navigateur et votre navigateur est capable d'interpréter tout ce code et donc de l'exécuter sur votre navigateur. D'accord? Donc là, c'est votre navigateur qui travaille, qui fait tout le boulot. C'est plus déporté chez un fournisseur. Mais comment ça se fait que l'ordinateur il a une console Python Voilà, exactement. Le navigateur il a une console Python mais il n'a pas une console Python. Il sait interpréter en fait le code Python, mon navigateur. Alors, Ça veut dire que là, tu n'as pas de Python installé chez toi? Ah non, j'ai pas de Python chez moi. Déporté, Alors, l'interpréteur Python, c'est en fait un objet JavaScript qui est là, en haut, je le pointe ici. Donc, je commence par télécharger un interpréteur Python écrit en JavaScript. Et JavaScript, c'est le langage qui est compris par les navigateurs. OK. Et après, je lui passe en input, en fait, le code Python qui est en dessous. Et il l'interprète. Voilà. Donc, tout est écrit, en fait, dans le langage du navigateur, qui est JavaScript. D'accord?
Et donc, vous faites de jolies choses avec ça. Voilà, donc ça, c'est aussi pas mal poussé. J'arrête le partage et je reviens. J'ai nouveau partage. Le rouge, arrêtez le partage. Et je refais cliquer ici et je reviens à mon exposé. Ils sont où mes slides? Je ne les vois pas. La rangée sous la colonne. Voilà, et tu vas à droite. C'est là où tu es maintenant. Là? Oui, je crois que tu es là. C'est là. On va regarder, sinon partager tout l'écran. Non, 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 c'est pas là. Je laissais Yves, j'ai perdu. Tu ne l'as pas fermé tout court? Non, il est là. Ok. PhD, non. Scheme ID Asset, non. Et je ne vois pas. Mais pourquoi? Non. Exposé. Voilà. OK, donc voilà cette technologie intermédiaire. Donc vous avez juste besoin d'un navigateur et tout le monde a un navigateur. Hein. Tu as essayé? Oui, j'ai essayé. Et ça fonctionne, hein, pareil, tu peux insérer, tu peux dessiner, voilà. Et donc le service, n'importe qui dans le monde, à partir du moment où je lui donne l'URL, eh ben, il est capable de faire fonctionner. Et moi, quand je... Ah bah c'est juste pour le plaisir des yeux, juste pour la curiosité, c'est juste pour montrer comment on fait et qu'on peut le faire. Voilà. C'est un exemple d'école, hein, vous voyez, c'est un étudiant dans une classe que j'ai eue au Maroc, d'ailleurs, c'est un étudiant marocain qui a développé ça, et c'est un étudiant de première année aussi d'informatique. Hein, aussi. Donc on peut très vite s'approprier les choses et développer dans ce nouveau modèle. J'ai une question. Vu que c'est au niveau des navigateurs, c'est votre ordinateur qui fait le calcul, non? Oui. Ouais. Mais du coup, si on voulait faire un programme au lieu de ça, factoriser nos premiers arbitrairement grands. Ah bah ouais, tu peux le faire sur ton petit téléphone mobile, mais si le jour où tu as une machine un peu plus puissante, ça va aller un peu plus vite, etc. Du modèle qu'on a nous, et là, Ça va dépendre effectivement, oui, de ta richesse, voilà, en termes de puissance de calcul. Et dans des régimes pas très démocratiques, est-ce que ça donne moins de visibilité à ce qu'on fait ou pas du tout? C'est-à-dire? Est-ce que tu es en train de décrire un moyen qui, dans le fond, permet d'avoir sur son propre système ce qu'on est en train de faire sans que ce soit vu ailleurs par qui on ne veut pas, ou bien est-ce que c'est tout aussi visible que quelque chose qui serait fait sur Google? Ah bah non, là, c'est... après, c'est qui veut bien m'héberger mon service. Hein. Voilà, okay. mais c'est une chose délibérée, donc tu as conscience et que les gens font délibérément, mais oui. C'est donc moins visible tout de même. Ah, alors, tout dépend, parce que là, je pourrais ouvrir une machine virtuelle chez Amazon ou chez Google et déposer mon service, l'exposer, ok, et être dans le marketplace de Google ou d'Amazon. Si au contraire, tu voulais faire une chose discrète. Si je veux faire une chose discrète, je fais comme j'ai fait là. La question qui est posée, c'est ce que tu as cette interface qui fait tourner du code sur ta machine. Est-ce que le code que tu fais tourner sur ta machine, est-ce que les opérations que tu fais tourner sur ta machine sont visibles par l'hébergeur de la page web ou pas? Alors ça, c'est une autre question. Alors non, parce que le navigateur, en fait, c'est un bac à sable, qui est isolé du reste de la machine. D'accord. Donc, vous fonctionnez comme si c'était une machine virtuelle protégée et il n'y a a priori pas de fuite d'informations. Parce que comme toi, je travaille dans plusieurs pays du monde et avec plusieurs collègues et tout n'est pas possible partout. Ouais. Ça m'intéresse ce que tu dis. Donc, voilà, on est dans un bac à sable sécurisé, a priori, qui s'appelle le navigateur, en fait, et qui ne vous permet pas, ou de certaines manières contrôlées, d'accéder à l'extérieur du navigateur pour prendre des ressources sur votre machine ou votre téléphone. D'accord?
A contrario, ça ne permet pas de partager un calcul que tu fais toi avec cette page web et que moi je ferais avec la même page web. On ne peut pas partager d'informations. Alors, on peut, si, après, on peut programmer des échanges et si, on pourrait le faire, bien entendu. OK, et on peut même faire des versions de programmes maintenant qui exécutent plusieurs flux d'exécution dans le navigateur aussi. Donc, on peut faire du parallélisme au sein même du navigateur. C'est expérimental parce que ça conduit à pas mal de problèmes, mais c'est aussi possible. Donc, c'est aussi en plein développement. Revenons sur maintenant la version cloud. Qu'est-ce que le cloud? Là, je vous ai mis une définition du NIST, en fait, qui est le National Institute of Standards américain, qui, il y a déjà presque 15 ans, a défini le cloud comme étant un accès simple à la demande. Donc ça, c'est un point clé également, comme moi tout à l'heure. C'est j'accède à la demande. Quand j'ai besoin du service, j'accède à un ensemble de ressources qui sont partagées, mutualisées sur des serveurs. Alors en fait, tout est partageable dans le modèle cloud. Ça peut être de la puissance de calcul, ça peut être du stockage, ça peut être du réseau, c'est-à-dire de la bande passante réseau, etc., etc. Donc les points clés à retenir, je les ai mis en couleur, ok, et c'est ce qui va définir un petit peu le cloud. Alors par rapport au modèle traditionnel, comment ça se passe? Quels sont les points différenciants? Un des points fondamentaux, c'est l'approvisionnement automatique dans le cloud qui est fait de manière manuelle lorsque j'ai installé quelque chose sur ma machine. Le cloud, il faut le réfléchir, il faut le penser comme étant le système informatique qui automatise au maximum les choses. En particulier, quand vous voulez accéder à un service, à une application, vous devez donc déployer votre application au moment où vous en avez besoin. Ensuite, vous devez configurer votre application. Et puis enfin, vous devez approvisionner le service, c'est-à-dire ramener de la donnée auprès du service pour qu'il puisse travailler. Tout ça, c'est automatique au niveau du cloud, ce qui n'est pas le cas lorsque vous travaillez avec votre PC à la maison. Le matériel est partagé, c'est-à-dire que quand j'ai plus besoin de telle application, je relâche la ressource matérielle et elle va être réutilisée par quelqu'un d'autre. Quand vous êtes à votre bureau, au labo, eh ben, l'ordinateur, il est à vous et vous êtes bien content, il est à moi, il n'est pas aux autres. La capacité est élastique, c'est-à-dire qu'on va gérer automatiquement vos besoins. S'il y a un pic, par exemple, d'activité qui est observé, eh ben, on va vous allouer automatiquement aussi de la ressource supplémentaire. Vous allez payer à l'utilisation et pas payer pour la capacité et à l'investissement. Quand vous avez une machine dans votre bureau, on a acheté tout un serveur et puis il y a des frais d'amortissement et aussi des frais d'exploitation parce qu'il faut payer des licences. Donc ici, dans le cloud, on ne va plus avoir que des frais d'exploitation, typiquement des frais de licence, parce que c'est Google, c'est Amazon qui héberge les serveurs, qui payent l'électricité. Et puis, on va gérer les applications, ou on va construire des applications à travers des interfaces de programmation, vous-même. Donc, l'idée, c'est de mettre à votre disposition ce qu'il faut pour construire de nouvelles applications, et vous n'avez plus besoin d'administrateurs système qui viennent, ah oui, mais là, tu ne peux pas le faire parce qu'il faut que je te donne les droits et machin, il faut que je configure telle chose ou telle chose. Tout ça, c'est fini. Avec le cloud, vous êtes responsable, on vous responsabilise et vous avez en fait des bacs à sable dans lesquels vous pouvez jouer. Vous pouvez tout casser chez Amazon, chez Google. Ce n'est pas grave. Vous le faites dans un environnement isolé du reste et donc, vous avez pleine liberté de gérer sans passer par les administrateurs système et réseau. Vous les connaissez, les administrateurs système et réseau.
Dans le cloud, les autres points clés, c'est la notion de service. Donc, vous avez peut-être entendu parler de software as a service, par exemple. Donc, software as a service, c'est ce que vous avez avec la suite bureautique Google. Vous accédez à un traitement de texte en ligne, vous accédez à un spreadsheet en ligne, etc., etc. Le deuxième niveau de service qu'on peut vous offrir, c'est ce qu'on appelle le platform as a service. Le platform as a service, c'est on va vous mettre à disposition des outils pour développer en fait de nouvelles applications. Vous avez besoin d'une base de données, vous avez besoin d'un environnement Java, un environnement Python, etc., etc. Et puis le troisième niveau que vous pouvez louer aussi chez les grands fournisseurs de cloud, c'est ce qu'on appelle infrastructure as a service, c'est-à-dire de la ressource brute, c'est-à-dire des processeurs, du stockage, du réseau et ce genre de choses. Donc, composer une application, c'est dans le cloud, c'est d'abord louer de l'infrastructure finalement as a service, c'est louer des logiciels qui vous permettent de construire des applications, et puis ensuite, c'est pouvoir exposer ces applications à tout le monde dans la communauté. Voilà. Donc, j'ai essayé de distinguer les différents modèles de services. Plus on va sur la droite, en fait, plus vous avez à gérer, moins vous avez à gérer, vous, utilisateurs de choses, plus vous allez sur la gauche, en fait, plus de choses l'utilisateur a à gérer. Donc, vous voyez qu'à gauche, c'est le modèle traditionnel on-premise. Donc, il vous faut tout gérer. Il faut gérer votre réseau. Donc, vous appelez, mais Yves, lui, il sait se débrouiller, comment reconfigurer un Wi-Fi tout à l'heure, donc il n'a pas besoin d'appeler la DSI. Vous avez besoin de stockage, il faut appeler aussi la DSI. Oui, mais j'ai besoin de trucs, un partage réseau, machin. Vous avez besoin de serveurs, vous avez besoin, et vous gérez tout. Et plus vous allez sur la droite, en fait, moins vous gérez de choses, et en fait, plus vous utilisez. Le software as a service, c'est comme tout à l'heure, finalement, mon service est exposé via un lien, et je clique, et je joue avec mon application, et puis c'est tout. Voilà, et donc les niveaux intermédiaires, eh bien, ça vous montre votre niveau d'implication, vous en tant que concepteur d'application. Ensuite, les clouds, l'autre mot-clé important, c'est ce qu'on appelle cloud public, cloud privé. Les clouds publics, encore une fois, c'est les grands, donc Google, Amazon, Microsoft, il y en a bien d'autres. Vous les connaissez. Donc, c'est un système, effectivement, dans lequel vous allez être prisonnier quelque part, puisque c'est un système qui est centralisé. Vous allez accéder, enfin, vous ne le voyez pas, mais vous êtes dans des data centers contrôlés par Google ou par Amazon ou par Microsoft. Et le cloud, c'est fait pour quoi, en fait? Et les grands du domaine, j'ai cité que les Américains, là, Amazon, Google, Microsoft, c'est pour capter tous les marchés. Quand je dis marché, ça va aussi bien, même le marché de l'éducation, au marché de l'aéronautique, enfin tous les marchés, la médecine, tous les marchés. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de services qui vous sont offerts pour pouvoir construire en fait ensuite ou attaquer derrière un marché particulier. Donc ici, vous avez par exemple le service Amazon EC2. Donc là, je suis chez Amazon. Le service EC2, c'est un service de calcul. Vous avez besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai besoin de casser et de trouver les nombres premiers assez rapidement. Eh bien, je vais m'adresser à Amazon EC2 et je vais louer pendant 2 heures une machine avec 128 cœurs et 4 Tera de RAM. C'est possible chez Amazon. Okay, tu n'auras jamais 4 Tera ici, de RAM, je dis bien. D'accord? Donc, tu peux louer 4 Tera de RAM, 128 cœurs, ça va te coûter 20 € de l'heure. Tu fais ta manip, ok, tu payes, et puis après, tu relâches ta manip. Ok, voilà. Attends, je remonte. Donc ça, c'est des exemples. Vous avez la suite, c'est d'autres services aussi Amazon. Donc, je ne sais plus ce que j'ai mis. Vous avez des services pour gérer votre sécurité,
pour qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Enfin, vraiment plein de services divers et variés à partir duquel vous pouvez bâtir vos applications. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, ce que tu pourrais rajouter, c'est que Amazon, qui est connu pour sa librairie au départ et sa livraison aujourd'hui, fait moins d'argent avec ce service-là qu'avec les services du web de ses serveurs. Oui, exactement. Donc, Amazon, vous les connaissez sans doute comme, voilà, vous les appelez pour la livraison de choses et d'autres, mais en fait, ils ont le système informatique sans doute le plus évolué au monde. Et il y a encore quelques années, ils avaient 10 ans d'avance sur Google. Hein. OK, ça c'est un peu, le fossé c'est un peu comblé, mais ils ont commencé Amazon AWS, Amazon Web Service, ça a été mis déjà sur le marché, offert aux gens en 2005, hein, donc il y a plus de 15 ans, 16 ans déjà. Donc le cloud est déjà présent d'un point de vue, j'allais dire industriel aussi, avec un ensemble de services depuis plus de 15 ans chez Amazon. Hein. Voilà. Donc, un cloud, qu'est-ce que c'est pour résumer et voir les choses simplement? En fait, c'est 3 composants que j'ai appelés ici un ERP, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de gérer la relation client et en fait le catalogue des applications que vous pouvez louer, d'une part. Ensuite, c'est un modèle de déploiement, c'est où est-ce que je déploie mon application. Donc, c'est soit dans un cloud privé, soit dans un cloud public, c'est-à-dire qu'ici, à l'Université de Paris, on pourrait très bien aussi déployer son propre cloud privé avec ses services. Donc, un modèle de déploiement. Et puis ensuite, c'est simplement, après, il vous faut des nœuds physiques, hein, puisqu'il faut héberger les services pour les faire tourner. D'accord ? Donc, le cloud, c'est simplement ça. C'est la conjonction de 3 services de base, offrir un service d'infrastructure, offrir un modèle de déploiement, comment je déploie à la demande, et puis au derrière, il y a les problématiques de comment je facture. Voilà. Et puis, il y a l'ERP qui vous permet d'exposer les catalogues et de gérer la facturation, donc votre relation client. Donc, a priori, on peut se dire, mais c'est à la portée de n'importe qui de construire un cloud. Hein. Finalement, c'est 3 composants, plus ou moins. Donc, le cloud, c'est un système centralisé. J'ai mis Fort Knox, en fait, c'est-à-dire que vous êtes captif. Toutes les ressources sont localisées dans les data centers d'Amazon et compagnie. Et vous ne pouvez pas en sortir. Ça a des bons côtés parce qu'on sait blinder la sécurité. Hein. C'est comme Fort Knox. Hein. Voilà, on sait protéger en fait les accès pour pas qu'on vienne voler vos données. Quand les systèmes sont centralisés, ça c'est le bon côté des choses, on sait bien faire. Et il y a d'autres problématiques quand le système est géodistribué ou décentralisé à plusieurs endroits physiquement parlant. Ensuite, pour attaquer ces ressources, il faut voir aussi qu'on peut, et ça c'est un exercice d'étudiant également, du code que vous avez sous les yeux, on peut programmer très simplement en fait la réservation de ressources depuis ma machine, avec aussi des librairies. Je vous ai mentionné une qui s'appelle libcloud, donc c'est à nouveau une librairie Python. Et comment vous prenez de la ressource chez Amazon? De manière très simple. Il faut vous authentifier auprès d'Amazon, donc il faut avoir créé un compte. C'est les premières lignes qui sont là. Vous avez à choisir aussi un data center dans lequel vous souhaitez prendre de la ressource. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous allez parcourir le catalogue des ressources et puis en sélectionner une. C'est la fin de la page qui est là. Et puis ensuite, vous lancez simplement une opération de déploiement. Une fois que j'ai sélectionné ma machine à 128 cœurs avec 4 Tera de RAM, je demande à ce qu'elle soit déployée. Et je peux faire plus, je peux aussi signifier de la post-install, c'est-à-dire je peux signifier, une fois que le système brut de base est déployé, je vais le configurer et le provisionner. Donc, dans l'exemple qui est là, j'ai programmé simplement la mise à jour du système et le déploiement de quelques services du genre un éditeur de texte, etc. etc. Et puis, c'est tout. Si vous voulez prendre 1000 machines virtuelles, qu'est-ce que vous faites avec ce code? Vous allez écrire une boucle autour de la fonction qui appelle le déploiement. D'accord? Et donc, avec ce même code, je suis capable de prendre 1000 machines virtuelles chez Amazon. D'accord? C'est aussi simple que ça. Il suffit de rajouter une boucle.
L'informatique, pour la résumer, c'est simple, c'est 3 concepts. C'est 1, je mets en séquence des actions. 2, il faut que je choisisse entre telle alternative ou telle autre. Et 3, il faut que je sois capable d'itérer. D'accord? Et bien, avec ces 3 concepts, on arrive à prendre ici 1000 VM chez Amazon. Ensuite, vous lancez… VM égale virtual machine. Pardon? VM égale virtual machine. Voilà, machine virtuelle. Donc, une distribution Linux dans le cas qui est là. OK, ce script, il est chez vous, vous lancez Python dessus, OK, et il vous fait la réservation. Et après, vous pouvez travailler avec ces VM. D'accord? Donc, voilà comment programmer, c'est-à-dire prendre de la ressource de manière programmatique chez Amazon avec un script Python. Aussi simple que ça, vous avez vu. Et puis là, j'ai raffiné, j'ai mis des petites choses, mais il y a en tout et pour tout 15 lignes de code. Donc, avec 15 lignes de code, vous réservez 1000 serveurs. Essayez de réserver 1000 serveurs à l'université de manière programmatique. Non, vous ne pouvez pas. Il faut appeler la DSI. Je suis désolé, mais là, il faut que j'installe… Bien. Alors maintenant, dans le cadre du musée de Covid, pour nous, donc, c'est un système distribué, c'est un système géodistribué dans le sens où vous avez finalement plusieurs systèmes qui vont collaborer en fait pour s'échanger de l'information. Alors, il y a plusieurs motivations pour construire un système distribué. Là, je reste au niveau général. C'est éventuellement contrebalancer et être moins prisonnier des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ou les BATS. Les BATS, c'est les équivalents chinois. Donc, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi qui font la même chose que tout ce qu'on voit dans le monde occidental. Ils ont exactement les mêmes librairies, les clouds et compagnie. Donc, soit on veut contrebalancer et être moins prisonnier d'un système centralisé. Ça peut être pour des raisons aussi législatives, qu'on a cette motivation de construire un système distribué, c'est-à-dire que chaque musée localisé éventuellement en France, en Allemagne, au Japon, etc., a ses règles aussi de partage. Bon, il va falloir quand même pouvoir dialoguer. Pour des raisons de performance aussi, on peut se dire que plus on distribue, en fait, plus on peut faire des choses indépendamment. Donc, toi, dans ton musée du Covid, tu veux faire d'abord de calculer des nombres premiers. Tu vas le faire à un endroit, sur une ressource particulière. Et puis, quelqu'un en Allemagne qui est sur un autre système, il ne va pas être perturbé par ton travail. Alors aussi, parce qu'on sait faire, on a quand même pas mal étudié dans le passé tout ce qu'on appelle l'algorithmique distribuée, c'est-à-dire, par exemple, comment trouver un consensus. C'est un point fondamental, ça, pour les informaticiens, comment établir un consensus dans un contexte distribué. Avec même éventuellement des gens qui sont malveillants ou des traîtres. On a un grand problème qui a été beaucoup étudié, qui s'appelle le problème des généraux byzantins, où il y a des félons, en fait, dans le système, et il faut quand même arriver à trouver un consensus. Donc, on a quand même aussi du background en informatique pour résoudre des problèmes fondamentaux sur lesquels on va pouvoir construire après des briques applicatives. Cependant, avec un système distribué, en fait, vous augmentez la plage d'attaque, en fait, puisque vous avez N sites qui potentiellement peuvent être attaqués, plutôt qu'un site finalement vu quand vous êtes dans le cas du cloud. Et donc, si on pirate à un endroit, ça peut être un cheval de Troie qui ensuite va aller explorer à droite, à gauche ce qui s'y passe. Ensuite, on a des problèmes peut-être plus difficiles aussi sur la gouvernance, sur le modèle de données, parce qu'on a plus d'indépendance dans un cadre complètement distribué où on délègue certaines responsabilités aux uns et aux autres. Cependant, il faut que les données soient quand même interrogeables par tous. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pour implémenter un système distribué, on a déjà aussi pas mal de travail qui a été fait, des outils très très bien qui existent à travers la fondation, par exemple, Apache. Ici, vous avez Cassandra qui va organiser en fait vos données, par exemple, dans une
ce qu'on appelle une table, un réseau distribué, un ring, un anneau, voilà, avec tout un tas de bonnes propriétés. Vous avez Cockroach ici, qui est un outil que j'ai découvert assez récemment. C'est une base de données, Cockroach, géodistribuée, donc qui peut stocker à droite, à gauche, dans différents pays, mais surtout qu'on peut interroger avec des modes d'interrogation de type SQL, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire interroger avec des langages de base de données classiques pour des données structurées, mais aussi qu'on peut interroger pour des données moins structurées, voire semi-structurées. Donc, c'est la grande tendance actuellement de mixer des approches où je peux travailler dans un même environnement sur des données structurées, c'est-à-dire des tables. Une personne, c'est un nom, un prénom, un numéro de sécurité sociale, une adresse. Tout ça, c'est bien figé. Mais une image, c'est un peu moins structuré parce que j'ai des métadonnées et donc il faut que quelqu'un annote. Et puis, si c'est toi ou bien toi, tu annotes pas de la même façon les données. Donc, ça devient un peu moins structuré. Et donc, avec ce genre d'outils, on peut travailler à la fois avec des données structurées ou non structurées. La dernière fois, on a parlé de Dataverse également sur notre orateur, le 9 avril. Vous avez d'autres outils, Flink par exemple, c'est un outil aussi qui vous permet de faire du traitement de flux de données de manière aussi simple. Donc, on a plein de solutions. Cependant, toutes ces solutions, il faut les combiner en fait, et toutes ces solutions doivent servir le cycle de vie des données. Je voudrais ici rappeler qu'une donnée, ça naît quelque part, ça vit, ça passe dans différents schémas de traitement, et puis un jour, ça finit au cimetière des données. Chez les astrophysiciens, le cimetière des données, il est à Strasbourg, enfin, les données astrophysiques françaises. Et donc, ce qu'on a à gérer, en fait, c'est une application un peu complexe et que j'ai représentée ici sous la forme d'un pipeline, où à gauche, vous avez l'entrée de vos données qui sont traitées éventuellement en temps réel, et puis ensuite, différents pipelines par lesquels passent vos données avant de ressortir pour être exploitées. Au milieu, on a différentes technologies qui peuvent se mettre en place, donc de gestion de ressources. K8S, c'est ce qu'on appelle des ressources pour isoler, justement, travailler dans des environnements isolés. Mesos aussi, c'est de la VM améliorée. Des services de stockage avec différents protocoles, HDFS, NFS, S3, c'est le protocole de stockage chez Amazon, ce que vous voulez. Et puis enfin, ça retourne dans une base de données. Donc, les applications sont un petit peu complexes du fait du cycle de vie de ces données. Donc là, c'est un autre modèle qui vous explique qu'à partir d'une découverte, en fait, l'exécution se fait dans ce sens, comme ça, là, de la gauche vers la droite. Et c'est tous les étages dans lesquels, en fait, passent vos données, depuis la découverte jusqu'à le nettoyage, voilà, ce que j'ai appelé ici le filtering, éventuellement, l'analyse, et puis ensuite le partage, l'archivage sur le court terme, le moyen terme, la curation, éventuellement, avant de pouvoir stocker vos données. Donc, en fait, il faut mettre en place tout ça. Ces étapes-là, a priori, si on a des collections partagées, ça, c'est les gens qui font les collections, les gens qui les archives ou les BNF, qui s'occupent de ce genre d'aspect. Mais non, pas vraiment. Les BNF et compagnie, pour moi, ils sont là au milieu, c'est des data archiving, point barre. Voilà. En tout cas, ou quand ils insèrent un nouvel objet, ils vont le faire avec des opérations manuelles, si tu veux. Or là, j'entends faire en sorte qu'on va automatiser tout ce cycle en fait, de gestion. D'accord? Et on a une application qui est capable de gérer tout ce cycle de vie. Si on a une application qui est capable de gérer tout le cycle de vie, de l'introduction, en fait, c'est de l'introduction de la donnée jusqu'à son utilisation. Son utilisation et son archivage sur le long terme quand on n'en a plus besoin. Voilà. La curation, ça veut dire la sélection de ce qu'on va garder de manière résiliente ou pas? Oui, ça peut être ça, oui. Et qui fait ça? Eh bien, soit on a des process automatisés aussi qui vous font ça parce que vous avez annoté vos données et vous savez que là, on peut
pas le sauvegarder, qu'il suffit de sauvegarder la métadonnée associée ou ce genre de choses. Donc, évidemment, à un certain moment, il y a des humains qui interviennent. Hein. C'est un D'accord. processus de sélection spécialement que je suis en train de découvrir. Oui, 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 oui. Et quand vous parlez Ok. de données de recherche, vous faites référence exactement à quoi? Ah ben ça, typiquement, ça, c'est le process chez les astrophysiciens, là. Ça, ce que je décris, ce qui est décrit ici, c'est ce qui se passe en astrophysique. Donc, le capteur, mettons, reçoit. Oui, c'est le satellite, Data Discovery, là-bas, c'est le satellite qui commence à envoyer ses données. Et tout ce processus-là est fait de façon automatisée ou c'est qu'il y a quand même des gens qui supervisent? Ah ben non, c'est aussi automatisé. Après, il y a des dashboards, donc des tableaux blancs qui vont exposer ce qui se passe dans le système, parce qu'on recueille ce qu'on appelle des logs, c'est-à-dire on mesure l'état du système, qui est une problématique aussi à part entière. Il faut que je puisse évaluer mon système, voir s'il continue à rendre des services. Et donc, après, il y a des gens qui sont derrière des écrans et qui surveillent le cours de l'action, j'allais dire. Voilà. Ce système dynamique, qui est ultra dynamique, parce que là, tu décris quand même un capteur qui fournit de la donnée en permanence. Bon, c'est LIGO, Virgo ou un satellite dans l'espace, ok. C'est quand même pas le modèle qu'on a en tête quand on imagine déjà unir des collections qui sont hébergées par des acteurs distribués. Ben, si tu considères qu'il existe des acteurs distribués qui ont déjà des collections et je veux quand même mettre une couche qui me permet de les dialoguer, voilà. Il va falloir quand même le faire de manière un peu automatique. Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'on est quand même très à droite du schéma. Là, on n'est pas… La partie gauche du schéma, c'est-à-dire le recueil de la donnée, oui, et puis le stockage, la transformation de cette donnée, éventuellement en une donnée un petit peu plus structurée, l'ajout de métadonnées, etc. Alors, est déporté sur l'acteur qui… Oui, mais pour construire ce musée du Covid-19 distribué, il va falloir faire quoi? Il va falloir faire en sorte que tout le monde injecte dans ce nouveau système les données. Et donc ça, on va essayer de le faire simultanément. Tout le monde va publier les objets de son musée. Okay, et de manière automatique, nous, il faut qu'on construise la métadonnée qui permet ensuite d'échanger. Donc, il y a une phase de montée en charge, effectivement, où je vais pas m'amuser aussi à construire le musée en faisant à la main. Bon, alors toi, tu as l'objet numéro 1, l'objet numéro 2, je l'insère, l'objet numéro 3, etc. Voilà. Donc, il faut qu'on ait un mécanisme qui permette de publier tous les objets simultanément et de construire le musée du Covid. Alors après, effectivement, il y aura peut-être des flux de données qui ne vont pas arriver à une fréquence aussi rapprochée. Les musées, justement, ils vont en temps réel, en permanence, mettre de nouvelles données. Aussi, oui. Mais c'est peut-être pas la fréquence. La BNF, qui a le dépôt de l'ISBN, etc. Donc, en permanence, il y a quelque chose de nouveau. Ils ont des systèmes mis en place pour les métadonnées, mais il va falloir que le muséum soit capable de réagir à quelque chose qui est alimenté, alors pas comme Virgo, mais enfin qui est alimenté tout de même fréquemment. Oui. Voilà. Oui, oui, je suis d'accord. Donc là, on sait construire aussi ce genre de système complexe. Je vous ai mis quelques exemples ici, mais je vais avancer. Vous avez, pareil, tous les grands fabricants qui vous offrent maintenant des suites aussi pour programmer ce pipeline de gestion. Là, je vous ai donné un pipeline de Lenovo, en fait, c'est un chinois. Mais AMD fait ça, vous connaissez NVIDIA aussi, qui offre des suites pour traiter vos données. Voilà. Donc, le Covid-19 Museum, c'est… je vais essayer de terminer sur 5 minutes, là. C'est une collection, en fait, de cloud, finalement, quelque part, indépendants, qui doivent, à un moment donné, collaborer pour s'échanger de l'information. Donc, les problématiques, c'est quel langage aussi on met en place pour interroger les données. Il y a les questions de législation, de protocoles de communication aussi à définir entre les différents objets,
les problématiques de gouvernance. Donc, gouvernance, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque je mets à jour le système d'exploitation français, finalement, enfin, au niveau du musée français par rapport aux autres. Donc, on pourrait très vite se retrouver dans une situation où j'ai une version ici et ailleurs, ils n'ont pas changé. Ça pose des problèmes techniques. Et il y a les problèmes législatifs, le problème de traiter aussi les attaques et ce genre de choses, qui sont des points aussi qu'on pourrait développer ultérieurement. Donc là, sur les données, on sait aussi, on a déjà des standards, notamment par le Web3 Consortium pour interroger les données et ce qu'on appelle le web sémantique. Donc, il faut toujours aussi penser à développer dans le cadre de protocoles standardisés ou semi-standardisés, tout du moins être à l'écoute de ce qui se passe pour interroger. On a de nouvelles problématiques aujourd'hui. Jadis, où il n'y a pas tellement longtemps, en fait, on parlait beaucoup du big data, des données massives à travers les 4V, les 5V ou les 7V, donc variété, volume, vélocité. Donc ça, c'est la vélocité, c'est la vitesse à laquelle j'ingurgite en fait les données. Aujourd'hui, on est plus sur des problématiques de type FAIR aussi, c'est-à-dire que les données doivent être identifiables, accessibles, interopérables et réutilisables. Donc ça, ce sont toutes des problématiques qui rejoignent en fait aussi, ce n'est pas que des questions techniques, hein, c'est aussi des questions pour les humanités numériques. Il y a aussi des standards, par exemple là j'ai fait un focus sur l'interopérabilité, donc il y a des gens qui travaillent à des normes sur comment rendre interopérables nos données. Le niveau français, à ce que je vois, n'est pas toujours conscient de cette nécessité de surveiller ce qui se passe au niveau des standards. On construit, nous, nos propres normes, machin, mais on est les seuls au monde à les utiliser. Et après, on ne peut plus communiquer avec les autres. Ou alors, on est en retard d'une génération par rapport à ce qui se fait de mieux au niveau international. Donc, il faut, sur toutes ces questions, travailler avec les autres, s'intéresser à ce que font les autres et ne pas rester à notre niveau franco-français. Voilà, donc les standards, ils sont développés sur l'interopérabilité dans beaucoup de domaines différents. Moi, je travaille sur les questions d'interopérabilité dans ce qu'on appelle les villes intelligentes aussi. Et donc, il faut veiller quand même à suivre certaines choses. Sur les aspects de gouvernance également, c'est un aspect extrêmement important. Dans la gouvernance, il y a les questions d'audit aussi. Donc, j'ai mis en place un musée du Covid. Il va évoluer d'un point de vue même informatique. On va offrir de nouveaux services, etc. Il faut être capable de l'auditer aussi. Donc ça, c'est une question de gouvernance aussi. C'est qui audite, comment on fait l'audit, sous quel cadre aussi législatif on place tout ça. Et ici, je vous ai mis un rapport tout récent, en fait, du ministère des Sciences et de la Technologie japonais qui se penche sur la question de la gouvernance en intelligence artificielle et sur les données produites par l'intelligence artificielle. Donc intéressant, je vous invite à le lire aussi. Et on voit plein de sujets qui touchent à des sujets d'humanité numérique, en fait, derrière. Ce n'est plus des questions techniques. Voilà. Du coup, l'informaticien dans tout ça, eh bien, il est un petit peu perdu parce que j'ai évoqué plein de sujets qui le dépassent grandement. Et dans le cadre du musée du Covid, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est d'être capable de mettre en place en fait une démarche scientifique qui rejoint des problématiques finalement de médecine, ou telles que vous pouvez les connaître vous, en bio, c'est-à-dire une démarche de recherche translationnelle, en fait, qui n'est pas du tout un terme que connaît l'informaticien de base. Donc, l'informaticien de base, en particulier français, il aime bien faire sa basique recherche, sa recherche de base, et puis souvent, il s'arrête là. Il n'a pas d'idée du tout de ce qui est appelé ici la recherche clinique, en fait, c'est-à-dire tester massivement, mettre au point les choses, et puis ensuite, une fois que le produit est bien cadré, de pouvoir penser aux applications qu'on va pouvoir en faire, et donc se tourner vers un certain nombre de communautés. Tout ça, l'informaticien, ce n'est pas une démarche scientifique qui l'intéresse. Donc voilà, moi je crois que l'intérêt pour l'informaticien
de se pencher sur cette question du musée du Covid, c'est de revisiter un petit peu les choses sur sa démarche scientifique. Donc, ça bouleverse l'informaticien, hein, ça sera ma conclusion, sa méthode scientifique, sa technicité, non, ça ne le bouleverse pas, parce que quand même, on sait faire quand même beaucoup de choses, hein, on est très, très, très intelligent en informatique, donc là, il y a pas on ne se pose pas trop de questions, mais on devrait s'en poser. Et voilà, je pense que c'est un endroit idéal pour appliquer d'autres cadres de pensée, d'autres méthodes scientifiques pour l'informaticien que je suis. Voilà, donc je termine là-dessus avec, j'attends vos questions et vos réponses rapidement. J'ai débordé un petit peu beaucoup. Ça va aller, on va accepter. Y a-t-il des questions Lointaine et virtuelle? Oh, il doit y avoir quelques questions quand même. Allô, allô? Bon, alors peut-être dans la salle? Moi, je ne comprends pas la dernière chose. Là. Alors ça, c'est une courbe qu'on utilise beaucoup quand on parle de technologie. Donc, les gens qui rédigent des rapports sur ce qui va se passer l'année prochaine, dans 5 ans et 10 ans, ils prennent souvent ce modèle que, OK, on a une nouvelle invention, c'est en bas à gauche. Et puis, alors là, c'est l'excitation qui monte rapidement. Donc, on atteint le pic des attentes. Et puis après, on se rend compte que, ouais, bon, d'accord, mais là, OK, le cloud, oui, c'est un système distribué, mais on connaît déjà des choses dans les systèmes distribués. Qu'est-ce qu'il y a de neuf au final? Bon, donc on devient, c'est la désillusion, plus ou moins. Et puis après, ça repart. Ah oui, tiens, on pourrait quand même utiliser ça, rénover nos schémas de pensée. Et puis on arrive sur le plateau de la productivité où ça c'est utilisé par les gens. Est-ce que tu pourrais me montrer la fin, parce que j'aimerais bien savoir. Eh ben, c'est le plateau de la productivité. Bon, ben, c'est très bien, merci. Voilà, et on décrit souvent les innovations technologiques avec ce schéma. Et on essaye de placer en disant, voilà, pour le cloud, en 2005, on était là, en 2008, on était là, etc. Puis aujourd'hui, 2021, on est là. Moi, j'ai une question qui est purement technique. Il est clair qu'un projet tel que tu le décris, donc, qui est un projet de recherche, la construction d'un web distribué pour le Covid-19 Museum n'est pas quelque chose qui existe de manière automatique aujourd'hui. Il y a des approches qui ont été faites. Tu nous as parlé de logiciels qui ont été faits qui permettent d'avoir ce genre de choses. On a vu Slava qui nous a parlé de Time Machine Europe et qui nous a dit qu'ils ont des outils typiquement Dataverse qui permettent d'imaginer faire ce genre de choses. Maintenant, d'un point de vue grand projet comme ça, il faut amener à peu près combien d'informaticiens pour faire tourner un gros projet comme ça? C'est-à-dire, quand on parle de ces très, très, très gros projets, on a une communauté informatique de combien de personnes derrière en général? C'est quoi? C'est 1000 personnes? C'est 8 personnes? C'est 10 personnes? C'est 100 personnes? Non, ça peut être moins. Ça peut être quelques dizaines, ouais, à partir d'une dizaine de personnes à quelques dizaines de personnes. Alors, l'informatique nous a appris que les projets collaboratifs, en fait, ça marchait bien aussi. Donc, il faut arriver à créer quelque chose qui va être collaboratif et faire collaborer notamment les chercheurs entre eux et les développeurs. Voilà. Donc, c'est le cas dans la fondation Apache. Eh ben, vous avez vu un certain nombre de produits ici. Vous avez les serveurs web qui sont utilisés par 80% des gens dans le monde. C'est un projet aussi open source dans lequel il y a quelques dizaines maintenant de personnes qui continuent à développer. Donc, à mon sens, il faudrait arriver à franchir cette étape, à mobiliser des gens pour travailler de manière collaborative, avec des outils collaboratifs sur le développement, avec une gouvernance aussi qui reste un petit peu à définir.
Voilà, donc on n'est pas dans le cadre. Je vois que Gilles est arrivé Voilà. aussi. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Les gens sont très très sages aujourd'hui. Moi, j'en ai une, mais donc, de ce que vous avez décrit, bon, on s'en doutait, il y a un certain oligopole, une concentration de ressources au niveau des fournisseurs de cloud, que ce soit Amazon ou Google. Et donc, ça peut poser quand même des enjeux politiques qui sont majeurs. Donc, enfin, la question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a, de façon réaliste aujourd'hui, une possibilité d'avoir une alternative à ces grands groupes Alors, l'Europe, son alternative, c'est de se dire, ah, bah, on va faire la même chose que les autres, donc on va fabriquer finalement un cloud. Et là, il y a des discussions autour d'une initiative qui s'appelle Gaia X, en fait, avec des Français. Il y a Atos, qui est un fournisseur aussi d'infrastructures, et d'autres grandes personnes, pour copier le modèle et pour s'apercevoir que on a 15 ans ou 20 ans de retard par rapport à ce qui s'est fait d'une part aux États-Unis et ce qui est déjà fait aussi au niveau de la Chine. Ça, c'est une alternative. L'idée, c'est que le Covid-19 Museum est une alternative à ce genre de modèle. Voilà. Et après, c'est une des raisons qui motive la construction de ce projet, c'est que c'est vraiment une alternative au modèle GAFAM ou au modèle DAX. Voilà. L'autre modèle, c'est de faire des choses plus distribuées, où on va laisser les données à l'endroit, si possible, où elles sont produites. Moi, je suis dans un autre projet autour du bâtiment intelligent, et l'idée, c'est de dire quoi? Alors, j'ai plein de capteurs de CO2, de luminosité, de bruit, etc., dans un bâtiment. Et donc, je vais envoyer les données, non pas chez Google, Amazon et compagnie, je vais essayer de les garder, de les préserver dans mon bâtiment, parce que dans mon bâtiment, tout le monde a des ordinateurs, tout le monde a des mobiles, et je peux aussi imaginer que je stocke en fait une partie des données qui sont produites chez l'habitant, en fait, sur les dispositifs de calcul et de stockage qui sont présents là. Et j'apprends sur toutes ces données qui sont produites. Je ne les envoie pas chez Amazon qui vont dire « Ah, très intéressant, là, à telle adresse, je m'aperçois qu'ils utilisent de l'eau systématiquement à 20h jusqu'à 20h30, et tiens, ça serait bien, on va leur envoyer de la pub et machin, etc. » L'autre alternative, c'est d'être plus local, en fait, et de s'organiser de manière plus locale d'un point de vue informatique. Laisser les données là où elles sont produites, apprendre là, et éventuellement après négocier leur valeur, mais en restant maître de mes données. Ça, c'est l'autre grand schéma. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Il est 11h14 à ma montre. Je vous propose de reprendre à 11h20, le temps qu'avec Anthony et Gilles, on organise le partage, etc. Donc, à tout à l'heure dans 6 minutes.